Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 16 juin 2026 et notre nouvel ami, votre nouvel ami, le professeur Steve Hanke, est avec nous. Bienvenue Steve. Ravi d'être là, Nima. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous. J'aimerais commencer par la dernière information diffusée par la chaîne israélienne Channel 12. Elle affirme qu'Israël a demandé les détails et une copie du protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran, mais que Washington a refusé. Et tu te souviens, quand la guerre a commencé, tout était coordonné entre les États-Unis et Israël. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient des objectifs différents dans cette guerre contre l'Iran, mais malgré tout, il y avait une forme de coopération. En ce moment, on dirait qu'Israël n'est pas satisfait de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, ni de ce mémorandum d'entente. Je ne sais pas trop. J'ai parlé avec des gens en Iran. Ils ne sont pas très optimistes. Aux États-Unis, c'est pareil. Mais malgré tout, c'est une avancée importante, vu la situation actuelle. Pensez-vous que ce soit une option viable pour que les deux parties commencent à avancer? Ce n'est pas vraiment un accord. C'est plutôt une étape vers des négociations. Ce n'est pas de simples discussions, et c'est pour ça que c'est important comme premier pas. Mais je ne sais pas quelle est votre lecture de tout ça. Comment voyez-vous ce mémorandum d'entente? Eh bien, ma vision d'un protocole d'accord me rappelle la phrase du magnat d'Hollywood, Samuel Goldwyn. Il disait qu'un contrat verbal ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé. C'est à peu près comme ça que je vois les choses, en général. Mais plus précisément, et surtout compte tenu de vos remarques d'introduction sur Israël, je considère qu'Israël agit fondamentalement comme un élément perturbateur dans ce processus. Et il faut regarder qui sont vraiment les acteurs en présence. Ce n'est pas seulement les États-Unis et l'Iran. Il y a aussi Israël et le Hezbollah. Et ni le Hezbollah ni Israël ne font partie de ce protocole d'accord. Ils ne l'ont pas approuvé. Et on le sait très bien, ou du moins je pense, que les Israéliens ne veulent pas d'un accord de paix avec l'Iran qui mènerait, disons, à une situation où l'Iran serait à nouveau perçu comme un pays normal. Donc ils vont tout faire pour saboter la mise en œuvre de ce qui est prévu, quoi que ce soit. Et en réalité, on n'a aucune idée de ce qui va se passer, parce qu'on ne sait même pas ce que contient le protocole d'accord. Les fuites qui circulent sont très contradictoires. Les Iraniens semblent dire que le Liban, le Hezbollah et Israël font partie de l'accord, qu'Israël, en gros, doit retirer ses armes du Liban et se replier sur son propre territoire. Et Israël affirme catégoriquement que ce n'est pas le cas. Mais si Israël n'a pas vu l'accord, comment peuvent-ils dire qu'il n'en fait pas partie? Ce qu'ils disent, c'est que si ça en fait partie, ils ne vont pas l'accepter et ils vont le faire capoter. Donc, tout ça reste très flou. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on pense à cette vieille remarque de Samuel Goldwyn. Un contrat oral ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé. C'est une boutade, mais c'est assez réaliste. Parce que, en tant que personne du monde des affaires, je sais ce que valent les protocoles d'accord dans ce milieu. Et franchement, ce n'est même plus aussi solide qu'une poignée de main à l'ancienne. Ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a aucune sanction si on ne respecte pas le protocole. Et un contrat sans sanction, au fond, ça ne vaut rien. Oui. Je pense que le problème pour les deux camps en ce moment, c'est de savoir quelle sera la prochaine étape. Est-ce qu'on va vers une nouvelle guerre? Ou bien est-ce que les États-Unis vont décider de quitter la région, de s'en retirer, comme ils l'ont fait avec les Houthis, avec les Yéménites en mer Rouge? Quelle est l'option pour l'administration Trump? J'ai l'impression qu'il veut se désengager de la région, mais qu'il essaie d'obtenir quelque chose avant de partir. Je ne sais pas ce que c'est. Et est-ce qu'il existe une meilleure option pour l'administration Trump?
Is there any better option for the Trump administration? Eh bien, pour répondre à ça, vous dites une meilleure option. Mais on ne sait même pas quelle est la première option. Donc tout ça, enfin si je comprends bien la première option, pardon de vous interrompre, ce serait de repartir en guerre aux côtés d'Israël contre l'Iran. Répète ça encore, Nima. D'après ce que je comprends, la première option, c'est de repartir en guerre, de lancer une nouvelle phase de guerre, une troisième guerre, cette fois aux côtés d'Israël. Voilà, c'est la première option. Eh bien, je ne pense pas que l'administration Trump veuille vraiment s'engager là-dedans. Mais je pense que, idéalement, Trump, et vu son comportement, aimerait que les choses évoluent d'une manière qui lui permette de continuer à dire qu'il a gagné, que tout va bien, et qu'en somme, Trump est un héros. Donc si on peut assembler les éléments qui lui permettraient de faire ça, ce serait pour lui la stratégie idéale. Maintenant, ce serait une position surtout rhétorique, presque nominale. Mais derrière cette façade, ce serait un sacré désordre. Parce qu'il y aurait toujours d'abord Israël au Liban, et ça ne disparaîtra pas. Et il y aurait aussi les échanges, les affrontements avec le Hezbollah, qui eux non plus ne s'arrêteront pas. Et on aurait, disons, de petites escarmouches un peu partout, des interventions ici et là. Bref, une sorte d'équilibre très, disons, instable. Donc, le meilleur scénario possible pour Trump, ce serait un contexte où il peut présenter ça comme une victoire, mais ce serait purement rhétorique. En réalité, ce serait un équilibre extrêmement instable, avec toutes sortes de questions qui n'auraient jamais été réglées et qui ne le seront peut-être jamais. Je pense que, du point de vue de Trump, ce serait la situation idéale. Parce que regardez où on en est aujourd'hui. Regardez ce qu'il essaye de faire passer. Il dit on va rouvrir le détroit. Je suis un héros. On gagne sur tous les fronts. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, compte tenu de ce qu'on sait, les États-Unis ont subi une défaite stratégique majeure. Et pour comprendre ça, on peut utiliser ce qu'on appelle en finance une étude d'événements. Sur Wall Street, une étude d'événements, c'est simple. Vous avez une entreprise, son action évolue normalement, puis il se passe quelque chose. Par exemple, une annonce de résultats, une publication de bénéfices, une fusion ou un rachat d'actions. Ça, c'est l'événement. Ensuite, on regarde ce qui arrive au cours de l'action après cet événement. C'est très facile à faire d'ailleurs, une étude d'événements, et c'est exactement le genre d'analyse qu'il faut mener. Donc, avant la frappe américano-israélienne contre l'Iran, regardons simplement le détroit lui-même. C'était ouvert. Et l'Iran, en gros, n'était pas vraiment impliqué dans tout ça. Maintenant, il y a eu cet événement, cette frappe contre l'Iran. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un Iran qui, clairement, va avoir une forme de contrôle, ou au moins un rôle visible, dans le détroit à l'avenir. Ils vont avoir un certain contrôle d'une manière ou d'une autre. Et il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, disant que Trump aurait affirmé qu'il n'y aurait pas de péage, mais qu'ils appelleraient ça autrement, qui parlerait de frais de gestion logistique, ou quelque chose du genre. Donc, je pense que ce vers quoi on va aller, et d'ailleurs je pense que ce serait un bon compromis, c'est en fait quelque chose qui ressemblerait à la Convention de Montreux de 1936 pour le Bosphore. Cet accord avait mis fin à une situation très instable et avait donné à la Turquie le droit d'imposer des frais de gestion à ceux qui traversaient le Bosphore et les Dardanelles. Je pense que c'est probablement ce qui va vraiment se passer. Mais en réalité, on n'en sait rien. Je ne fais que spéculer.
Je parle de mon point de vue, et d'ailleurs du point de vue de la plupart des grandes compagnies maritimes, c'est aussi ce qu'elles préféreraient. Elles n'ont pas de problème à payer des frais de gestion ou un péage, tant qu'elles ont la certitude que si elles demandent à passer par le détroit auprès des Iraniens et qu'elles payent le péage, elles auront un passage sûr et pourront continuer leur route. Mais souvenez-vous, regardez ça sous l'angle de l'analyse des événements. C'est une perte pour les États-Unis. Et c'est un gain pour qui? Pour l'Iran. Parce qu'avant, l'Iran n'était même pas dans l'équation. Tout le monde passait simplement. Et si on regarde toute la série de ces situations, c'est toujours la même logique. Et les réparations, alors? J.D. Vance dit que, le protocole d'accord prévoit quelque chose à ce sujet. Et ces réparations, c'est plus de 300 milliards de dollars qui seraient censés être payés par les membres du Conseil de coopération du Golfe. Sauf que les pays du Golfe n'ont jamais été partie prenante de ce protocole. Donc le protocole va leur imposer une sorte de taxe et ils vont la payer. Là, on entre vraiment dans les petits détails et on voit bien qu'ils s'enchaînent les uns après les autres. Et tous mènent à la même conclusion. Après l'événement, c'est-à-dire la guerre israélo-américaine contre l'Iran, les États-Unis se retrouveront dans une position stratégique bien plus mauvaise. C'est, disons, ma vision d'ensemble, vue d'avion à 10 000 mètres d'altitude. Nima, c'est d'ailleurs le seul endroit où on peut encore voler, à 10 000 mètres. Oui. Le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis vont permettre à l'Iran de vendre immédiatement du pétrole et du carburant sans sanction dans le cadre du protocole d'accord. Et ça fait, je crois, plus de 7 ans que l'Iran a ce problème pour vendre son pétrole et son gaz. Il n'y était pas autorisé à cause des sanctions. Aujourd'hui, les États-Unis essaient de faciliter ça, la vente de pétrole et de gaz iranien après 7 ans. Et c'est un changement énorme. Mais tout tourne autour de l'économie. Quand on regarde ces arguments et ce qu'on a appris des fuites liées à ce protocole d'accord, tout est lié à l'économie. Tout est lié aux sanctions. Tout tourne autour de la fin du blocus américain dans le Golfe Persique. L'Iran garde toujours le contrôle du détroit d'Ormuz. Et on a appris que les avoirs iraniens gelés vont être libérés dès la signature parce qu'ils ont déjà signé le protocole d'accord de façon numérique. Ils vont ensuite aller en Suisse pour le faire physiquement. Le texte mentionne le président du Parlement iranien et J.D. Vance. Donald Trump a dit qu'il pourrait s'y rendre aussi. Je ne vois pas bien comment c'est possible que J.D. Vance et Donald Trump soient en même temps hors des États-Unis. D'une certaine manière, c'est contraire à la loi, mais c'est ce qu'il a dit. Donc si on regarde maintenant du côté de l'économie, appelez ça la loi. Franchement, qui s'en soucie, hein? Je dis ça un peu pour plaisanter, mais bon, Trump fera exactement ce qu'il veut faire. Et si c'est contraire à la loi, il s'en inquiétera plus tard. mais comment voyez-vous la manière dont les deux, disons qu'il va faire tout ce qu'il a essayé de présenter, que ce soit sur les sanctions ou sur d'autres sujets. Mais pour moi, la question principale reste celle du Liban. Parce qu'aujourd'hui, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que sans le Liban, sans cela, Israël devait se retirer totalement du territoire libanais. Et Benjamin Netanyahou a répondu que ça n'arrivera jamais. Il ne le fera pas. Il se moque du protocole d'accord. Il n'en fait pas partie. C'est pour ça qu'Israël fera ce qu'il estime être dans son intérêt. Alors pensez-vous que Donald Trump aurait une forme d'influence sur Israël? Parce que imaginons qu'Israël décide de reprendre le conflit, de relancer la guerre. Si Israël attaque Beyrouth,
si Israël attaque la Dahiyeh, qui se trouve dans le sud de Beyrouth, ils ont déjà attaqué 2 fois. La première fois, l'Iran a réagi. La deuxième fois, Donald Trump et son administration sont intervenus. Et l'Iran a dit qu'il y avait eu une sorte de grande concession de la part de l'administration Trump. C'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas répondre à la deuxième attaque israélienne. Donc aujourd'hui, si Israël décide d'attaquer l'Iran, de reprendre le conflit sans l'aide des États-Unis, ils ne pourront pas poursuivre la guerre. Voilà la réalité de la situation. Eh bien, je pense que ce que vous venez de décrire correspond à ma façon de voir les choses. Et ma façon de voir, en gros, sans entrer dans les détails, c'est qu'on sait qu'Israël va essayer de jouer les troubles faits. Et ce qu'on va avoir, à mon avis, c'est une sorte de jeu du bon et du mauvais flic entre les États-Unis et Israël. Parce qu'avec le lobby pro-israélien aux États-Unis, Trump a les mains plutôt liées. Il ne va pas couper les ponts avec Israël, croyez-moi. Impossible. Les États-Unis vont continuer à soutenir l'armée israélienne, non seulement financièrement, mais aussi avec des armes, de la surveillance, du renseignement et tout le reste. Tout ça va continuer. Donc quand Israël attaquera le Hezbollah, et d'ailleurs attaquera en premier, ils n'attendent même pas pour riposter. La plupart de ces attaques sont en fait des frappes préventives. Les médias ne le présentent pas comme ça, mais si on écoute attentivement et qu'on regarde ce qui se passe sur le terrain, c'est bien ce que c'est, des frappes préventives. Et la version officielle, eh bien, elle vient du renseignement israélien. Les Israéliens vont dire « On a bombardé un appartement à Beyrouth parce qu'il y avait un type à l'intérieur prêt à tirer une roquette sur Israël. » Ou quelque chose dans ce genre. Franchement, c'est presque une blague. Mais ça passe. Personne ne réagit. Et ça va continuer. Puis on aura un coup de fil de Trump en train de passer un savon à Netanyahou. Et voilà. La réalité, c'est que la relation entre les États-Unis et Israël ne va pas beaucoup changer. C'est ça le fond du problème. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les États-Unis vont continuer à faciliter le rôle du perturbateur, à permettre aux perturbateurs de perturber. On en a déjà parlé dans la première partie de notre conversation, Nima. Il y a beaucoup d'acteurs importants qui ne font pas partie de ce protocole d'accord. Regardez simplement le Hezbollah. Le Hezbollah n'en fait même pas partie. Il n'a pas participé aux négociations entre le gouvernement libanais et Israël. Mais enfin, les membres du Hezbollah, les gens qui soutiennent le Hezbollah, ou ceux qui vivent dans le sud du Liban, ce sont des Libanais, non? Ce sont tous des Libanais. C'est complètement absurde parce que la guerre, en réalité, c'est entre le Hezbollah et Israël. Le gouvernement, lui, est en train de négocier avec les Israéliens dans ce qu'ils appellent des pourparlers de paix. Ils n'ont aucun problème entre eux. Il n'y a pas de guerre entre le gouvernement libanais et Israël. Tout tourne autour du Hezbollah et d'Israël. Je pense que le point que vous soulevez est vraiment important, particulièrement important même. Malheureusement, c'est l'un des grands problèmes avec ce que Donald Trump essaie de faire, rapprocher le Liban et Israël. C'est ça le vrai enjeu. Et il a dit récemment, aujourd'hui même, qu'il voulait remplacer Israël par la Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Mais il a dit qu'Israël tuait trop de gens et que c'est pour ça qu'il fallait le remplacer par la Syrie. On a l'impression qu'il cherche à provoquer une sorte de guerre civile au Liban. Et pendant qu'ils se battent entre eux, Israël, de son côté, s'empare de terres dans le sud du pays. Eh bien, encore une fois, tout ce dont on parle là, ça nous laisse, dans le meilleur des cas, avec un équilibre extrêmement instable. Même dans un monde presque parfait, on se retrouve avec une situation très fragile.
Et je pense que ce sera le cas dans la région. Les répercussions géopolitiques vont être énormes parce que tout le monde se dit maintenant, on a été exposé à tout ça et ça nous a beaucoup coûté. Il faut se protéger, il faut diversifier. Donc, à mon avis, on va voir beaucoup de chaises bouger sur le pont, encore une fois, après l'événement. Les choses ne reviendront pas à ce qu'elles étaient avant. Je veux dire, Trump parle comme si le protocole d'accord disait que tout serait comme avant, du moins pour le Détroit. Moi, je parle uniquement du Détroit. Il dit que ce sera comme avant. Mais non, ça ne le sera pas. C'est impossible. Et ça, c'est juste un aspect. Vous parliez des autres éléments, comme la levée des sanctions, par exemple, et la possibilité d'intégrer, ou du moins d'ouvrir la porte à l'intégration de l'économie iranienne dans l'économie internationale d'une manière différente de ce qu'on a connu auparavant. Parce que, croyez-moi, ils participaient déjà à l'économie internationale, avant, même s'ils étaient sous sanctions, et tout ce qui va avec. Ils vendaient du pétrole, ils faisaient du commerce, et ainsi de suite. Mais une grande partie de tout ça passait par des marchés noirs, des contournements des sanctions, bref, toutes sortes d'activités plus ou moins louches. Donc quand on impose des sanctions, ça finit toujours par créer des marchés noirs, des trafics douteux, des réseaux de criminels internationaux, et j'en passe. C'est comme ça que les choses fonctionnaient. Alors, en théorie, le protocole d'accord est censé changer tout ça et ouvrir la situation soit immédiatement, soit progressivement. Et encore une fois, il y a une grande question économique derrière tout ça. Qu'en est-il des avoirs gelés? Qu'est-ce qu'il en advient? En översättning, vad fan sind som verksamligen par le CICE? 300 milliards de dollars. Et ils ne sont même pas signataires du protocole d'accord. Oui. Je pense que les pays du Golfe, je ne sais pas comment tu vois ça. Et est-ce que tu comprends leur position? Parce qu'avant que cette guerre ne commence, tout tournait autour de l'Iran, considéré comme le pire ennemi des États du Golfe. La principale menace, c'était l'Iran avant le début de la guerre. Mais dans les jours qui ont précédé le conflit, tu te souviens de ce qui s'est passé? Une attaque israélienne sur Doha, au Qatar. Ils ont frappé Doha parce qu'ils voulaient éliminer certains commandants du Hamas qui s'y trouvaient. Ça a été un énorme changement pour les pays du Golfe. Pour la première fois, ils ont vu Israël envoyer une quinzaine de chasseurs survoler l'Arabie saoudite, frapper leurs cibles, puis revenir sans rencontrer la moindre difficulté. Puis il y a eu la guerre contre l'Iran, l'attaque contre l'Iran et la manière dont l'Iran a riposté contre les pays du Golfe, en visant essentiellement des bases américaines dans ces pays. Et les États-Unis n'ont rien pu faire pour les défendre, ni pour défendre leurs propres bases là-bas. C'est énorme. Si on regarde les 3 ou 4 derniers mois, c'est un changement majeur, vu la façon dont les choses ont évolué jusqu'à présent. Alors, quelle est la perception du côté des pays du Golfe? Je sais qu'ils ne pensent pas tous de la même manière. Le gouvernement qatari, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, chacun a sa propre approche. Mais au final, si on les considère ensemble, comment se voient-ils aujourd'hui? Eh bien, de 2008 à 2014, j'ai été membre du Conseil consultatif financier des Émirats arabes unis. Donc j'ai passé pas mal de temps sur le terrain et je pense avoir une assez bonne idée de la façon dont on réfléchit là-bas, aux Émirats et dans une certaine mesure dans d'autres pays du Golfe aussi. J'étais d'ailleurs membre du Conseil international de la Banque nationale du Koweït, présidé pendant plusieurs années par Sir John Major. Alors, si on regarde les économies, vous avez parlé du Qatar. Le Qatar va subir un gros choc à cause de tout ça. L'événement, c'est la guerre.
Il y a le Qatar d'avant la guerre et le Qatar d'après. D'un point de vue strictement économique, ils vont encaisser un coup dur. Et l'autre, celui qui va aussi en prendre un coup, c'est qui? And who's the other one that's going to take a big hit? Kuwait. So you've got two that are Koweït. Donc on a deux pays qui ont de gros problèmes économiques. Et ce ne sont pas les seuls d'ailleurs. Ensuite, il y a l'aspect idéologique et géopolitique qui est très important. La plupart des gens n'y prêtent pas attention, mais les Émirats arabes unis ont une alliance avec Israël. Et qui s'y oppose? Les Saoudiens. Donc on a là les deux pays les plus puissants, on peut le dire, qui se trouvent de part et d'autre de ce point fondamental. Parce qu'il faut se souvenir qu'Israël, c'est l'élément perturbateur. Le chameau a déjà passé le nez sous la tente, d'une certaine façon, aux Émirats. Et croyez-moi, les Saoudiens le savent très bien. Et si on regarde d'ailleurs, même avant la guerre, la position qu'avaient les Saoudiens au Yémen, au Soudan, et le Somaliland, alors. Le Somaliland. Qui a été le premier à reconnaître le Somaliland, il y a quelques mois? C'était Israël. Et qui a suivi peu après? Les Émirats arabes unis. Donc on a, disons à ce niveau-là, une sorte de déséquilibre au sein du CCG. Et mon avis sur le CCG en tant qu'organisation, je ne parle pas des pays membres individuellement, c'est que de toute façon, ça n'a jamais vraiment pesé lourd comme organisation. Et puis, on a une autre grande organisation, au passage, l'OPEP. Et les Émirats arabes unis s'en sont retirés d'ailleurs, en grande partie sur ma recommandation. J'ai mis au point un modèle de pompage optimal pour déterminer à quelle vitesse on devrait exploiter les ressources naturelles en place, comme le pétrole. Et depuis le début, ma recommandation a toujours été la même. En changeant les paramètres du modèle, la conclusion était claire. Pour les Émirats arabes unis, le mieux, c'était de prendre l'argent et de filer. Il valait mieux pomper plus vite, pas plus lentement. Pomper plus lentement, ça réduit la valeur actuelle pour eux. Donc, ils avaient tout intérêt à accélérer. Maintenant, si vous êtes limité par les quotas imposés par l'OPEP, la seule façon de suivre mon conseil, c'était de sortir de l'OPEP, ce qu'ils ont fait. Et ça ne m'a pas du tout surpris. Des gens m'ont demandé « Ok, ça vous étonne ?» J'ai répondu « Non, c'est exactement ce que je leur disais il y a 10 ans. » Oui. Quand on parle aujourd'hui des pays du Golfe, est-ce que vous pensez qu'ils cherchent à établir une sorte d'équilibre dans la région, entre l'Est et l'Ouest? Je parle de la manière dont ils perçoivent l'Iran aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant, et aussi de la façon dont ils voient les États-Unis et leur présence dans la région. Comment se voient-ils eux-mêmes? Quelle est, selon vous, leur logique, leur calcul? What is the calculation on their part, in your opinion, Well, comparing these two I think the precise. Eh bien, je pense que je ne connais pas les détails précis parce que je ne les rencontre plus. Je ne fais plus partie du Conseil consultatif financier. Et même si c'était le cas, je ne pourrais pas vous dire de quoi on parlait parce que toutes ces réunions étaient confidentielles. On ne pouvait pas discuter de ce qui s'y disait. Mais d'après mon expérience, je pense que ce sont des gens réalistes. Ce sont des gens du monde des affaires. Les Émirats arabes unis se voient un peu comme une entreprise. C'est comme ça qu'ils se perçoivent. C'est un État souverain, bien sûr, mais ils le gèrent comme une entreprise. Leurs décisions se prennent un peu comme celles d'un PDG. Et à mon avis, leur conclusion sera fondée sur une analyse très rigoureuse. Ils sauront exactement quelle était la situation en Iran et aux États-Unis, les deux pays dont vous parlez, avant l'événement, et ils sauront aussi ce qu'il en est après. Et la conclusion, ce sera qu'aujourd'hui, l'Iran sort de tout ça avec une position bien plus forte, dans une situation très différente d'avant, alors que les États-Unis, eux, en sortent affaiblis. Mais attention, on parle ici de deux choses distinctes. D'un côté, on a l'Iran, qui joue un rôle régional majeur.
De l'autre, on parle des États-Unis qui restent un géant, c'est-à-dire la plus grande puissance au monde, sur le plan militaire, financier, tout. Donc, même si cette grande puissance a perdu sur le plan stratégique et que cette perte va pousser les pays du Golfe à s'ajuster, ces ajustements ne seront peut-être pas si profonds, parce que les États-Unis restent une grande puissance. Et maintenant, on a l'Iran, que je dirais encore plus puissant qu'avant. Et surtout, géographiquement, il n'est pas à l'autre bout du monde comme les États-Unis. Il est juste à côté. C'est comme ça qu'ils vont raisonner, avant et après, avant et après. Et je pense qu'ils font le même calcul que celui que je viens de décrire. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est le rôle du Pakistan dans l'ensemble des discussions et des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Avant que cette guerre ne commence, je pensais que si quelque chose devait se passer, l'Inde serait mieux placée pour mener ces discussions, pour servir de pont entre les deux camps. Mais on a vu le Pakistan s'imposer, tandis que l'Inde, d'une certaine manière, a pris position en coulisses. Ce qui est fascinant avec le Pakistan, c'est qu'il entretient de bonnes relations avec la Chine, avec l'Iran, avec les États-Unis et aussi avec les pays du Golfe. Ça le place dans une position très particulière. C'est pour ça qu'ils ont pu agir de manière plutôt habile ou en tout cas efficace de leur côté. Et puis, il y a ce nouveau partenariat avec l'Arabie saoudite. Ils ont proposé un accord militaire. Il existe d'ailleurs un accord militaire entre le Pakistan et l'Arabie saoudite. En gros, il semble qu'ils vont utiliser leurs armes nucléaires pour offrir une sorte de parapluie à l'Arabie saoudite. Si quelque chose se passe du côté d'Israël, enfin, qui possède les armes nucléaires? Le seul pays qui en a, c'est Israël. Donc s'ils veulent protéger l'Arabie saoudite contre des armes nucléaires, ce sera forcément vis-à-vis d'Israël. Alors, comment ça peut vraiment fonctionner? Est-ce que vous voyez une nouvelle architecture de sécurité se dessiner dans la région? Pas seulement avec le Pakistan et l'Arabie saoudite, mais peut-être aussi avec la Chine, la Russie, et à la marge, enfin pas vraiment à la marge, les États-Unis veulent aussi en faire partie. Je ne sais pas si Donald Trump est prêt à s'éloigner de la position israélienne, mais c'est peut-être une possibilité. Eh bien, si la décision consiste à choisir un nouvel arrangement, à aller avec le Pakistan plutôt qu'avec Israël, lui, il reste avec Israël. Mais ce que vous soulignez est intéressant, parce que le Pakistan, évidemment, est dans un état économique catastrophique. En gros, il survit en tendant la sébile, tout simplement. Et cette sébile, ces derniers temps, ce sont les Saoudiens qui l'ont remplie. En échange, bien sûr, il y a cette alliance militaire qui s'est récemment formée entre le Pakistan et l'Arabie saoudite. Donc la situation au Pakistan, c'est que l'armée dirige tout. Et pourquoi mon ami Imran Khan est-il toujours en prison illégalement au Pakistan? C'est à cause de l'armée. Vous savez, la dernière fois que j'ai parlé à Khan, c'était par Zoom, pendant environ 1h30, il y a 3 ans. Alors mon principal intérêt personnel concernant le Pakistan, c'est de faire sortir Khan de prison. Oui, au fait, c'est vraiment un type bien. Je suis complètement d'accord. Mais pour revenir à cette question plus géopolitique, d'ailleurs, sur le plan géopolitique, je pense que le Pakistan s'en porterait bien mieux si Khan était libre. Le fait qu'il soit en prison, c'est un vrai handicap pour le pays. C'est une décision stupide, franchement. Mais c'est ce qu'ils font, et ils jouent vraiment la carte dure là-dessus. Encore une fois, c'est l'armée qui tient les rênes. Et je pense que les choses ont commencé comme ça. Le Pakistan, d'ailleurs, a plutôt bien joué ses cartes avec Trump. Quoi qu'ils aient fait en matière de lobbying à Washington, ils ont dépensé des millions et des millions pour influencer Trump à Washington et pour donner une bonne image du soi-disant maréchal au Pakistan, tout en le laissant faire ce qu'il voulait.
letting him do his thing. And now you've had these negotiations going. Et maintenant, ces négociations ont eu lieu. Et je pense que le Pakistan s'en est plutôt bien sorti à cet égard. Mais d'où ça vient, au fond? Eh bien, ça commence, encore une fois, par le militaire. Avant la guerre, revenons un peu en arrière, avant la guerre, avant même les négociations sur le protocole d'accord ou tout ce genre de choses, j'ai toujours pensé que les États-Unis étaient très bien disposés envers le Pakistan dans ces discussions. Cette bienveillance venait du fait qu'il y a au Pakistan des bases aériennes qui permettent de rejoindre l'Iran très rapidement pour y mener une frappe. Donc il y avait un aspect militaire dans tout ça. Et ça, c'est mon interprétation. Je n'ai aucune preuve concrète pour étayer ça, mais d'après tout ce que j'ai lu et observé, c'était un peu le début du mouvement, le moment où le Pakistan a commencé à entrer dans le jeu et où Modi et l'Inde ont commencé à en sortir. Parce que si on veut comprendre pourquoi l'Inde a été écartée, il faut se rappeler que Modi est venu aux États-Unis, il a eu ce qui semblait être une excellente rencontre avec Trump, tout paraissait aller très bien. Et quelques semaines plus tard, Trump le poignardait dans le dos avec d'énormes hausses de droits de douane, des menaces de sanctions à cause de l'achat de pétrole russe et toutes sortes d'autres choses. Et tout ça, ça venait du Pakistan. Oui. Je pense que quand on parle de la politique étrangère des États-Unis, je ne sais pas si vous avez entendu Donald Trump aujourd'hui parler de l'Ukraine. Il a dit quelque chose comme « Je ne sais pas quoi faire à propos de l'Ukraine ». C'est loin de nous. La guerre en Ukraine ne nous influence pas tant que ça. Ils veulent acheter plus d'armes. Eh bien, on va leur en vendre. Quelque chose dans ce genre. Alors, où en est Donald Trump vis-à-vis du conflit en Ukraine? Avant d'être élu, il avait dit qu'il mettrait fin à la guerre en 24 heures. Et aujourd'hui, il fait face à 2 guerres actives, l'une en Asie de l'Ouest et l'autre en Ukraine. On dirait qu'en Asie de l'Ouest, il essaie de gérer, disons, sa sortie de la région. Je ne sais pas si ça peut vraiment marcher, parce que, comme vous l'avez dit, la situation en Israël est très complexe. Mais pour ce qui est de l'Ukraine, il avait tout en main. Je ne vois pas ce qu'il lui faut de plus pour mettre fin à la guerre et dire « c'est fini. J'arrête tout, je mets un terme à cette guerre. » Cette guerre n'a aucun sens pour moi. Vous pensez qu'il a envie de le faire, Godney, ou qu'il s'en fiche complètement maintenant de l'Ukraine? Je pense que, si on regarde bien, il est très opportuniste, évidemment. Et maintenant, il s'est un peu retrouvé coincé dans le rôle du président de la guerre. Je veux dire, les États-Unis sont engagés depuis 3 ans. L'idée de mettre fin à beaucoup de conflits, d'être le président de la paix, tout ça, oublié. Même le prix Nobel de la paix, ça ne colle plus. Les États-Unis ont été impliqués dans le déclenchement de plusieurs conflits. Et je pense que si on revient à l'Ukraine, si jamais l'occasion se présentait pour Trump d'entrer en scène et de revendiquer une victoire, un accord de paix ou un cessez-le-feu, quelque chose comme ça, il le ferait. Je ne pense pas qu'il va s'y impliquer à fond. Même si, en lisant un peu les signes ces dernières 24 heures, on a l'impression qu'il commence à se réchauffer un peu plus à l'idée de soutenir l'Ukraine qu'avant. Mais je ne sais pas si c'est aussi ton impression. Encore une fois, c'est une lecture à distance. Mais je ne crois pas qu'il veuille vraiment s'en mêler. Sauf s'il peut, d'une manière ou d'une autre, se mettre en avant, comme celui qui aurait mis fin au conflit. Puisque vous voyez tous ces conflits à travers le prisme de l'économie et des questions économiques, quand vous regardez l'administration Trump, en gros, dans les négociations, à la fois avec les Russes et avec les Iraniens, on voit 2 situations. L'une concerne son ami, le professeur Steve Hanke. L'autre, c'est son gendre, Jared Kushner.
Tous les deux négocient en Ukraine et au Moyen-Orient avec les Iraniens. Ils négociaient déjà avant, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'est un vrai processus diplomatique, ni aucune connaissance des racines du problème. Et pourtant, ils y vont. Ils veulent négocier avec les deux camps, en Ukraine et avec les Iraniens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on va continuer avec la même attitude que celle qu'on a déjà vue, parce qu'il lui reste encore 2 ans de mandat? Est-ce qu'il va continuer de la même manière qu'avant? Is he going to continue the same way that it was before, or he's going to change his attitude? Because the way Ou bien, est-ce qu'il va changer d'attitude? Parce qu'en Iran, comme en Russie, personne ne croit que Donald Trump est en train de négocier. Il essaie de conclure un accord. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas prêts à en faire un de cette manière. Ce n'est pas un accord, ça. Il devrait y avoir une forme d'entente, une forme de diplomatie entre les deux parties. Mais là, aucune négociation, rien ne se passe. Vous vous souvenez, par exemple, je pense que le JCPOA est un bon exemple de négociation entre les deux camps. Pendant 3 ans, les États-Unis et l'Iran ont négocié, des équipes techniques, des démarches politiques, tout ensemble. Puis ils ont annoncé le JCPOA qui a été détruit par l'administration Trump dès son premier mandat. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun signe de négociation, aucun signe de mouvement sérieux, ni diplomatique, ni politique. Eh bien, tout récemment, je pense que ce qui est intéressant, et c'est cohérent avec ce que vous venez de dire, c'est que Witkoff et Kushner ont été un peu mis sur la touche. On a l'impression qu'ils sont sortis du jeu, au moins visuellement. Je ne sais pas ce qu'ils font en ce moment, mais on n'a aucun signe qu'ils participent aux négociations. Et il est très clair d'ailleurs que Poutine et Lavrov les ont plus ou moins écartés. On voit bien qu'ils ne les prennent pas vraiment au sérieux. Donc ça, c'est un point. Quant à l'accord que Trump a enterré, celui qu'Obama avait signé et que son équipe avait mis en place, je tends à être d'accord avec ce qu'Obama a dit ce week-end. Il a été interviewé et il a expliqué que quel que soit l'accord qu'ils obtiendront, ce sera essentiellement le même que celui qu'il avait obtenu. Il a ajouté que ce serait peut-être un peu mieux, mais qu'au fond, ce serait la même chose. Et je pense qu'il a sans doute raison. Ça nous ramène à toute cette idée d'analyser avant et après, de comparer les deux moments. Donc, quel que soit l'accord qu'ils finiront par conclure, Trump dira qu'il est un héros, qu'il a tout résolu, que tout repose sur lui. Il dira que c'est un génie, que c'est l'art de la négociation et tout ce genre de choses. Ce sera son discours. Mais la réalité, elle, sera probablement à peu près celle qu'Obama a décrite ce week-end. Quoi qu'il propose, ce sera plus ou moins la même chose que ce qu'il avait proposé, lui. Et comment est-ce qu'il en est arrivé là? Comme vous l'avez dit, il a fallu des années pour y parvenir. Donc, si le calendrier est à peu près le même que le précédent, ça veut dire qu'il faudra tout le reste du 2e mandat de Trump avant qu'il n'arrive à un accord. Ce qui nous amène à la conclusion de fond dans cette discussion. Tout ça reste très incertain et tout va prendre beaucoup de temps avant de se stabiliser. On ne sait pas encore où tout ça va atterrir, mais ce sera différent de la situation d'avant la guerre. Et je pense qu'on peut dire sans risque que du point de vue des États-Unis, la situation sera pire qu'avant la guerre. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi ce qui se passe en Israël. L'opinion publique israélienne se retourne maintenant contre Netanyahou parce qu'elle comprend qu'elle va se retrouver dans une situation encore plus mauvaise qu'avant qu'il ne lance toutes ses opérations à Gaza. Faites une étude d'événements sur Gaza et sur le 7 octobre. Ce serait l'événement. On avait une situation avant et maintenant on a Gaza après. Vous pensez vraiment que la situation est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était avant? Moi, je ne le crois pas. Et la Cisjordanie, on n'en a même pas parlé. La situation en Cisjordanie, elle, se dégrade de façon massive.
No, I don't know what. Je ne sais pas quelles seraient les options pour la Cisjordanie. Il n'y a pas d'autre solution. Israël doit se retirer de la Cisjordanie ou de Gaza. Mais il n'existe aucun plan concret pour ça. Il ne se passe rien en Cisjordanie. Comme vous l'avez dit, il y a juste quelques points isolés en Cisjordanie qu'ils appellent la Cisjordanie. In the West Bank that they call it West Bank. There is no West Bank. Yeah, you've got Il n'y a pas de Cisjordanie. Je ne connais pas exactement le nombre de colons, mais il y en a plus de 800 000 à qui on a en quelque sorte donné le droit d'agir comme des justiciers. C'est une situation intenable. Et l'idée qu'on pourrait du jour au lendemain retirer les colons, c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Vous imaginez l'armée israélienne aller là-bas pour expulser les colons israéliens? Et là, on revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure. La loi. La loi. Il n'y a pas de loi. Les accords d'Oslo ont été violés, les cessez-le-feu aussi, encore une fois. Dans ce cas, ces textes ne valent même pas le papier sur lequel ils sont imprimés. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des documents écrits et ils ne valent rien. Voilà où on en est. C'est ce qu'on appelle, pour reprendre le terme technique d'origine grecque, un état d'anomie, c'est-à-dire l'absence de loi. Et je pense que c'est un aspect du conflit du Golfe, de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. On a aggravé cet état d'anomie, cet état de non-droit. the state of enemy and lawlessness. Good point. Très bon point. Merci beaucoup, Steve, Thank you d'avoir so avec nous much, aujourd'hui. Steve, for being with us today. Great to be with you. Ravi d'être avec vous. J'aimerais bien être là-bas, au Brésil, avec vous en ce moment. J'aimerais aller sur notre mine et faire une inspection sur place. An inspection on the ground. Sure. Bien sûr, je suis le bienvenu ici. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much. See you soon, Steve. Envoie-moi le lien que tu mets de moi en ligne. Sure. Oui, Sure. bien sûr. Je l'envoie tout de suite parce qu'on était en direct. Live. Yeah, we are Oui, on est en direct en ce moment. D'accord, j'ai hâte de te revoir bientôt. Again soon. sure. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Bye. Merci.